Rebonjour à tous et merci d'être là. Donc, bienvenue dans ce deuxième panel des quatrièmes entretiens de la défense européenne, panel qui s'intitule Autonomie et culture stratégique européenne. Que peut-on attendre pour la sécurité et la défense de notre Union? Donc, il s'agit maintenant d'entrer un peu dans le vif du sujet par rapport à ce que fait l'Union européenne et ce qu'elle ne fait pas également. Et pour cela, on a invité deux orateurs de marque. Charles Friis, qui est secrétaire général adjoint du service extérieur en charge de la défense européenne, et Sven Biskop, qui est professeur à l'université de Gand et directeur du département Europe de l'Institut Egmont de Bruxelles, un institut qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Voilà, alors je voulais faire, si vous le permettez, deux petits mots d'introduction très très brièvement au sujet de la situation actuelle où on en est aujourd'hui avec cette Union européenne, un peu pour cadrer le débat. Alors aujourd'hui, l'Union européenne a développé depuis 2016, une politique dans le domaine industriel et capacitaire qui a quand même l'air d'être sérieuse. Depuis que l'Union européenne a pu accéder au budget communautaire, elle a développé cette politique industrielle pour renforcer les capacités militaires des États membres, et elle a acquis un rôle dans la politique industrielle qui s'est renforcée ultérieurement avec la Facilité européenne pour la paix qui, depuis 2021, permet à l'Union européenne de rembourser des transferts d'armes, y compris des transferts d'armes létales, ce qui permet à l'Union européenne de jouer un certain rôle dans le domaine de la défense. Toutefois, si la politique industrielle et capacitaire de l'Union européenne prend corps grâce à une série d'initiatives comme le Fonds européen de la défense et maintenant les initiatives que l'Union européenne est en train de discuter au sujet des acquisitions conjointes, d'un point de vue, on va dire, opérationnel, de la politique de défense à proprement parler, on n'a pas l'impression que ça a vraiment beaucoup bougé. Les battle groups n'ont jamais été utilisés. L'Union européenne a été en mesure de déployer des petites missions de gestion de crise militaire et civile en Afrique, dans les Balkans, mais ce sont des missions plutôt petites qui n'ont pas vraiment eu un impact stratégique dans les crises où elle intervenait. Elle semble maintenant se focaliser essentiellement sur des missions de formation plutôt que sur des missions opérationnelles. Et donc, si, côté politique industrielle, l'Union européenne avance, côté, on va dire, un peu plus opérationnel ou politique de défense à proprement parler, on a quand même l'impression que l'Union européenne n'avance pas trop. Ce qui me fait penser qu'on pourrait considérer que l'Union européenne est en train de devenir, notamment avec cette guerre en Ukraine, un sorte de sponsor de la défense européenne, en finançant l'industrie et peut-être même des transferts d'armes, mais pas forcément un acteur. Voilà, tout ça pour cadrer le débat, et on va en parler avec nos invités. Donc je cède tout de suite la place à M. Friis pour qu'il nous éclaire sur ce qui se passe au service extérieur et à l'Union européenne en matière de défense. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis heureux de me retrouver ce matin à la Sorbonne pour ces entretiens de la défense européenne. Je comprends que c'est la 4e édition. Et donc j'aimerais aussi remercier, outre l'université, l'école doctorale du Collège européen de sécurité et de défense qui a monté ce programme. Donc comme ça a été dit, je suis depuis 2 ans et demi au service diplomatique européen, auprès donc du haut représentant Josep Borrell, et je m'occupe des questions de sécurité et de défense. Donc j'espère que je vais pouvoir avoir un diagnostic un peu moins pessimiste par rapport à ce que vient de dire M. Santo Pinto sur le fait que ça avance peu au niveau européen. Je pense que les progrès sont là, mais bien sûr c'est un travail de longue haleine, et que l'Europe de la défense, comme l'Europe de façon générale, elle se construit pas à pas, crise après crise. Et je vais essayer de l'illustrer. Première remarque que j'aimerais faire, c'est qu'en partant de ce qui s'est passé avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, ce qu'il faut bien voir, c'est que le 24 février, ça a créé une véritable secousse tectonique pour la politique de sécurité et de défense des 27 États membres. Premier point, c'est une prise de conscience brutale du retour de la guerre sur notre continent, du retour des conflits qu'on appelle de haute intensité, alors que probablement au cours des 2-3 dernières décennies, je parle par exemple, j'ai à l'esprit ce que la doctrine française, on s'était plutôt mis en tête que les guerres d'aujourd'hui, de demain, seraient plutôt des guerres de type expéditionnaire, avec donc une armée française qui s'était habituée à avoir des capacités de projection, en particulier sur le continent africain. Or, on voit donc que c'est pas seulement
des guerres asymétriques, comme la lutte contre le terrorisme, ou les cyberattaques, ou les guerres de type expéditionnaire, on voit que c'est le retour des conflits classiques entre États, avec la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un État sur le sol européen. La deuxième remarque, le deuxième choc avec le 24 février et ses suites, c'est la remise en cause du modèle de développement, du modèle d'interdépendance qu'avaient voulu les Européens au cours des 30 dernières années, en s'appuyant sur la mondialisation, en s'appuyant sur le développement des échanges, en pensant, vous savez qu'il y a eu plein de doctrines là-dessus, avec doctrine de la fin de l'histoire, que la mondialisation allait, le développement d'interdépendance allait atténuer les instincts de guerre et de domination. Et d'une certaine manière, et ça a été beaucoup écrit ces derniers temps, on s'était donc, dans ce cadre, peut-être trop reposé sur l'énergie russe et sur le marché chinois. Et on voit que tous ces liens, dont on pensait qu'ils allaient créer des dynamiques vertueuses, des dynamiques positives, en fait, créent des vulnérabilités et des dépendances qui nous fragilisent. On voit qu'aujourd'hui, tout est devenu des armes. L'utilisation des migrants, l'utilisation de l'énergie, je viens de le dire, les investissements et bien sûr aussi la guerre de l'information. Et outre la, comme on dit en anglais, la weaponization de toute une série d'instruments, on voit qu'il y a aussi un accès de plus en plus contesté à ce qu'on appelle les espaces stratégiques. J'ai cité le cyber, mais il y a aussi l'espace maritime et l'espace. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième choc. Le troisième, et ça c'est aussi un constat largement partagé au niveau européen, et qu'en particulier promeut la France, c'est le retour des logiques de puissance, le retour des impérialismes. On le voit bien sûr avec ce que fait la Russie en Ukraine, déjà depuis 2014. Mais on peut appliquer aussi cette logique de puissance à travers les initiatives de la Chine, ce que fait la Turquie, et donc de façon plus générale, la contestation par ces puissances autoritaires de l'ordre multilatéral tel qu'il avait été construit après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ceci a créé, avec le choc du 24 février, une sorte de, comme on dit en anglais, wake-up call, un réveil brutal. Et on l'a vu au niveau des réactions des États membres. Et là, je vous cite 3 exemples qui ont été, je crois, particulièrement frappants et qui auraient été inimaginables avant le 24 février. Un, c'est le fait que la Suède et la Finlande demandent d'adhérer à l'OTAN. 2, le fait que le Danemark, qui depuis 30 ans avait un opting out sur les questions de CSDP, PSDC, pardon, je prends l'acronyme français, a demandé via un référendum de revenir, de rejoindre la politique européenne de sécurité et de défense. Et puis 3, le troisième exemple qui était pour moi très frappant, c'est 3 jours ou 4 jours après le 24 février, l'annonce par le chancelier allemand que l'Allemagne allait investir 100 milliards d'euros dans la défense. Donc tout ceci, à mon avis, était inimaginable et montre donc le choc qu'a représenté cette invasion de l'Ukraine. Et puis, au-delà des réactions des États membres, j'aurais pu allonger la liste des exemples, on voit aussi qu'il y a une très forte réaction au niveau de l'Union européenne. Avant même l'invasion de l'Ukraine, déjà l'an passé, Josep Borrell, le représentant pour la politique étrangère, disait que l'Europe était en danger et qu'il fallait absolument un sursaut collectif des Européens pour faire face à tous les nouveaux défis et menaces que je viens rapidement d'énumérer. Donc ça s'est traduit par une volonté politique d'agir ensemble. Et la première illustration, c'est bien sûr ce que nous avons fait face à la crise ukrainienne. Je rappelle l'adoption de 8 paquets de sanctions jusqu'à présent, des sanctions, on n'avait jamais adopté des sanctions aussi fortes, aussi larges, et qui ont un effet évident sur l'effort de guerre de la Russie. La deuxième chose, c'est la rupture de notre dépendance énergétique avec la Russie. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous avez vu quand même que c'était très... quand on voit les chiffres, hein, avant la guerre, l'Europe importait 40% de son gaz en provenance de la Russie. Aujourd'hui, le chiffre s'est considérablement réduit. Et puis, ça s'est illustré par un soutien très fort apporté par l'Union européenne à l'Ukraine, au plan humanitaire, au plan économique et financier, au plan politique, en reconnaissant que l'Ukraine pouvait devenir un candidat à l'adhésion à l'Union européenne.
Mais bien sûr, j'aimerais insister, puisque nous parlons de défense européenne, j'aimerais insister sur l'importance de la réaction de l'Union européenne pour venir en aide au plan militaire à l'Ukraine. Et là, ça s'est traduit par deux choses, à mon avis, très fortes. La première, comme ça a été dit, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a brisé un tabou. Pour la première fois dans l'histoire, l'Union européenne finance la livraison d'armes à un pays tiers. Et donc, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on a financé jusqu'à hauteur de plus de 3 milliards d'euros la livraison d'armes. Et ce n'est pas uniquement un mécanisme financier. Ça a eu un effet incitatif puissant sur les États membres, parce que comme les États membres voyaient qu'une partie de leur livraison à l'Ukraine allait être remboursée par l'Union européenne, ça les a incités à donner plus. Donc il y avait vraiment eu, c'était un mécanisme, je pense, très, très astucieux. Cette solidarité politique et financière au niveau européen a incité beaucoup d'États membres à donner beaucoup plus à l'Ukraine que ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'Union européenne. Le deuxième exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse, c'est qu'on a décidé de lancer une mission de formation de l'armée ukrainienne pour l'aider à durer dans cette guerre qui malheureusement est une guerre d'attrition, une guerre d'usure. Et donc à partir de la mi-novembre, on va former 15 000 soldats ukrainiens sur le sol européen. On ne fait pas ça en Ukraine, on fera ça sur les territoires des États membres, et pour aider les Ukrainiens, comme le font les Britanniques, les Canadiens, etc. Mais l'Union européenne aura sa propre valeur ajoutée, et on va les aider à préparer les contre-offensives de la fin de l'hiver et du printemps prochain. Donc l'Union européenne, qui est souvent critiquée pour sa lenteur ou pour la faiblesse de son action, je pense que là, en l'espèce, on a démontré le contraire. On a agi vite et fort, au point que même certains en ont été surpris. Pas seulement Poutine, mais certains commentateurs qui font souvent le procès un peu rapide de ce que fait l'Union européenne. Je sais très bien que c'est une machine lente, une machine complexe, mais là, en l'occurrence, on a su prendre les bonnes décisions. Et puis cette volonté politique d'agir ensemble, je crois qu'on l'a vu avec l'adoption de la fameuse boussole stratégique. Donc document qui a été adopté en mars dernier. Et j'aimerais insister sur l'originalité de ce document. C'est la première fois que les 27 ont adopté une doctrine militaire, mais pas seulement un document de doctrine, un document concret, puisqu'il y a 80 actions qui sont recensées dans ce document, donc qui déclinent l'agenda de sécurité et de défense des 27 jusqu'à l'horizon 2030. Avec pas seulement 80 actions, mais c'est aussi chaque action est assortie d'un calendrier de mise en œuvre très précis. Donc c'est la première fois que les 27 endossent un tel document. Il y a eu des précédents dans le passé, la stratégie de sécurité de Javier Solana en 2003, la stratégie de Mme Mogherini, qu'on appelait la Global Strategy en 2016, mais ça, c'était des documents qui avaient été faits par le haut représentant. Là, Borrell a présenté un document qui a été négocié et endossé par les 27. Donc cette fois-ci, vraiment, il y a eu une appropriation par les 27. Et je peux vous dire que ce document, qui est assez volumineux, il a fait l'objet de négociations ligne à ligne. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un document qui a une portée politique bien plus importante que les deux documents précédents, même si bien sûr ces deux documents avaient ouvert la voie sur toute une série de sujets. Et puis ce qui est aussi important, c'est que ce document, on ne l'a pas mis sur une étagère, on en assure un suivi. C'est notre rôle, c'est le rôle du SEAE d'en assurer le suivi. Et en mars prochain, il y aura un Conseil européen où, sur la base d'un rapport qui sera présenté par José Borrell, à l'occasion du premier anniversaire de l'adoption de la boussole stratégique, on pourra faire un état des lieux et voir s'il y a d'éventuelles difficultés à surmonter. Donc c'est un document important en soi, et aussi un document important, je reviens au thème de ce matin, parce qu'il a contribué à forger cette fameuse culture stratégique commune qui a fait si souvent défaut aux Européens. Il est clair que les intérêts de sécurité pour un Letton ne sont pas les mêmes intérêts de sécurité qu'un Portugais. Un Grec n'a pas les mêmes intérêts de sécurité qu'un Irlandais. Mais c'est ça ce que nous avons mis ensemble dans ce document, un document d'une 60aine de pages. Je pense que certains d'entre vous l'avaient, j'espère, parcouru. Et c'est un document aussi original parce que pour la première fois, on s'était basé sur une analyse de la menace qui avait été élaboré, un document qui est classé secret, qui est un document qui avait été élaboré par les 27 communautés de renseignement. Donc pour la France, c'était la DGSE, la DGSI. Tous les pays ont contribué à ça. C'est la première fois
qu'il y avait un diagnostic partagé par les communautés de renseignement sur les menaces et les défis auxquels devait faire face l'Union européenne. Donc avec cette boussole stratégique, le message il est simple, c'est l'affirmation par l'Union européenne qu'on veut prendre davantage de responsabilités pour assurer notre sécurité, notre défense, dans notre voisinage, bien sûr, dans notre voisinage immédiat, donc les Balkans, à l'est de l'Europe, pourtour méditerranéen, mais aussi bien au-delà. Et là, quand je dis bien au-delà, je pense en particulier à l'Afrique, mais aussi à ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique. Et cette volonté de prendre davantage en main notre sécurité, notre défense, nous voulons le faire à chaque fois avec des partenaires, les Nations Unies, l'OTAN, tel ou tel pays, ça peut être les États-Unis, le Canada, etc. Mais parce que nous voulons à chaque fois travailler avec des partenaires chaque fois que c'est possible, mais également, et ça c'est très important, c'est la fameuse autonomie stratégique, nous voulons être capables de le faire seuls si c'est nécessaire. Et donc l'objectif de la boussole stratégique, c'est de définir toute une série d'actions concrètes pour que l'Union européenne soit un fournisseur de sécurité, un security provider, comme on parle en bruxellois, plus efficace et plus capable. Et ce qui est aussi important de voir dans ce document, c'est l'accent mis sur le fait que tout ce que nous faisons, ça permettra à l'Europe non seulement d'être meilleure en tant que telle, d'être ce fameux ce fournisseur de sécurité plus efficace, mais en même temps d'être un partenaire plus crédible pour l'OTAN et donc de contribuer aussi de façon positive à la sécurité transatlantique. Alors, dans ce document de la boussole stratégique, il y a toute une série de choses concrètes, comme je vous l'ai dit. Il y a par exemple l'idée d'avoir des missions et opérations de PSDC plus efficaces. Vous avez dit tout à l'heure que nous avions des petites missions. Bon, nous n'avons pas effectivement 100 000 hommes déployés dans le monde, comme les Nations Unies avec leur casque bleu. Mais nous avons environ 5 000 hommes et femmes qui sont déployés, soit pour des missions militaires, on en a 7, soit pour des missions civiles, on en a 11. Et ça nous permet, je pense, on pourra y revenir dans les questions-réponses, j'ai toute une série d'exemples que je peux vous donner, je pense que nous contribuons à aider les pays qui nous ont demandé d'intervenir chez eux pour développer, pour conforter leur stabilité et leur sécurité. Alors, avec la boussole stratégique, ce que nous voulons, c'est être plus efficace. Je vous donne un exemple. Au Mozambique, qui est un pays très lointain pour la France, mais nous avons contribué, nous avons créé une mission militaire de formation des forces spéciales du Mozambique, parce que vous le savez peut-être, au nord du Mozambique, il y a une région qui s'appelle le Cabo Delgado, et qui est en proie au djihadisme, à Daesh. Et c'est une région, donc, nous avons décidé d'aider le Mozambique en formant les forces spéciales de ce pays, mais non seulement en les formant, mais en équipant leurs forces spéciales avec des véhicules, avec des équipements de communication. Et donc, c'est le fameux Train and Equip qui nous a souvent fait défaut, que maintenant nous pouvons faire et que nous allons faire dans d'autres projets. Comment ? D'accord, j'essaie d'accélérer. Nous avons aussi été créatifs pour créer la mission d'assistance militaire en Ukraine en développant tout ceci sur le sol européen. Et puis, vous le savez, nous avons cette capacité de déploiement rapide qui a été annoncée pour 2025 avec une force de 5000 hommes. Là aussi, on pourra y revenir. C'est quelque chose qui est nouveau et que la guerre en Ukraine ne remet nullement en question, puisque c'est un instrument de gestion de crise en dehors de l'Europe. Je termine sur un point qui est important, c'est tout ce que nous faisons en matière d'investissement de défense. Vous savez que le problème de l'Europe, c'est qu'on a sous-investi au cours des 20 dernières années. On a sous-investi, et non seulement on a sous-investi, mais quand on investissait dans la défense, on le faisait de façon dans un cadre trop national. Donc le leitmotiv de la boussole stratégique, le leitmotiv de ce qu'on veut faire au niveau de l'Union européenne, c'est non seulement dépenser plus, mais dépenser mieux. Et dépenser mieux, c'est bien sûr le faire ensemble. Et donc nous espérons qu'au-delà de ce qui se passe avec le Fonds européen de défense, qui permet de financer des projets en matière de recherche, la grande nouveauté qu'on veut mettre en place dans les prochains mois, c'est de créer un fonds qui permettra de financer des acquisitions conjointes. Je termine. En conclusion, donc, je vois souvent en ce moment dans la presse, dans les commentaires, le fait qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il n'y a que les États-Unis qui comptent, il n'y a que l'OTAN qui compte. Je pense que c'est faux. J'ai essayé de montrer que l'Union européenne
avait sa propre originalité, avait ses propres instruments, et qu'on aidait de façon efficace à soutenir l'effort de guerre en Ukraine. Deux, on dit souvent aussi ce que font les Européens, ça ne plaît pas aux États-Unis, ça ne plaît pas à l'OTAN. Là aussi, je m'inscris en faux contre ça. Les Américains, ils veulent qu'on devienne un meilleur partenaire de sécurité. Ils veulent qu'on assure notre part du fardeau. Les Américains, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe en Asie. Donc plus nous investissons, plus nous sommes un bon partenaire solide, fiable en matière de sécurité et de défense, plus finalement ça va dans le sens de ce que les Américains souhaitent, parce que les Américains ne vont pas être éternellement notre garantie de sécurité. Et pareil pour l'OTAN, on dit toujours la défense, plus la défense européenne se développe, moins c'est bon pour l'OTAN. C'est faux. Plus nous sommes bons en matière de défense européenne, plus au contraire ça renforce le pilier européen de l'OTAN. Donc je crois vraiment que là-dessus, c'est très important. Et donc l'autonomie stratégique, ça reste un concept important. C'est un concept souvent assez clivant à Bruxelles, parce que c'est connoté, et on pense que c'est un concept très français. Et on pense souvent que les pays baltes, la Pologne, pensent que c'est un concept qui veut nous pousser à nous éloigner des États-Unis. Moi, je pense que il faut essayer de dépassionner tout ça. Je pense que ce qui compte, c'est que l'Europe puisse réduire ses dépendances stratégiques, réduire ses vulnérabilités. Donc, comme je l'ai dit, l'Europe de la défense, c'est un long processus. Nous progressons pas par pas. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas ne pas progresser plus vite, mais comme je l'ai dit, tout ceci se décide à l'unanimité. C'est dans le traité, donc c'est pour ça que parfois les compromis prennent du temps. Mais que l'Europe, elle avance crise par crise. On l'a vu en 2008, on l'a vu avec la crise du Covid. Je pense que ce qui se passe avec la guerre en Ukraine va nous permettre aussi de franchir un nouveau pas dans tout ce que nous faisons en matière de défense européenne. Merci. Un très très grand merci, Monsieur Fries, et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Biscop. Merci Federico. Donc, pour prouver que l'autonomie stratégique, ce n'est pas seulement une affaire française, on a invité un Belge, mais un Belge néerlandophone, j'en peux rien. Je ne sais pas si ça va convaincre le gouvernement polonais et autres, mais bon, je ferai mon mieux. Vous avez entendu, j'ai deux employeurs, l'université de Gand, c'est la meilleure université de Belgique, qui a aussi des belles salles, mais son histoire est un peu plus courte que celle de la Sorbonne. On a été fondé qu'en 1817, en période hollandaise, en effet, mais on n'en affiche pas. Et Egmont, c'est l'Institut royal des relations internationales de Belgique, qui est en effet étroitement lié à notre ministère des Affaires étrangères, mais qui n'en fait pas partie. Donc, les chercheurs d'Egmont ne parlent jamais pour le royaume, je veux juste clarifier ça. Mon point de départ sera aussi la boussole stratégique. Je pense que ça a pris presque 2 ans de l'élaborer. Et quand elle était plus ou moins finie, on a eu l'invasion russe de l'Ukraine. Bon, quand ça arrive, on a 3 options. On peut dire, bon, le truc était prêt, on ne va pas recommencer, on prétend qu'on n'a rien vu et on publie le texte comme il est. Un peu en mettant. Ou on dit, OK, on recommence à zéro, on recrit tout. Ça, après 2 ans, on ne va pas faire non plus. Ou on dit, voilà, on ajoute 2 phrases à l'introduction et 2 phrases à la conclusion et on prétend qu'on a tout intégré et on y va. Je veux dire que c'est peut-être vers cette 3e voie qu'on s'est orienté. Mais mon point, c'est que c'est irrelevant. Je veux mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent un peu d'atmosphère. Oui, la boussole stratégique c'est déjà dépassé par l'invasion russe. Je dis non. Parce que, évidemment, d'un côté, la boussole stratégique était un document pour l'Union européenne, donc il ne parlerait jamais, invasion ou pas, de la dissuasion nucléaire ou de la défense collective du territoire. Il parle du parti de notre sécurité et défense dont l'Union européenne s'occupe. Mais dans cette partie, toutes les décisions qu'on a prises sont encore plus relevantes maintenant qu'avant l'invasion. Primo, ça a été mentionné, la création d'une capacité d'intervention pour le flanc sud, parce que le flanc sud ne disparaîtra pas parce qu'il y a une crise sur le flanc est. Secundo, le document a introduit la notion de dissuasion de menaces hybrides. Ça aussi est devenu encore plus relevant. Et finalement, il y a tout le chapitre investissement dans la défense qui est évidemment très relevant. Donc, je pense que c'est vraiment urgent de mettre en œuvre ces décisions, mais je crains que l'attention et les énergies de nos systèmes de défense vont être tout à fait absorbés par les décisions qui sont prises aussi à côté OTAN. Pour ceux qui sont dans les deux,
et ça fera bientôt 23 sur 27 avec la Finlande et la Suède. Parce que l'OTAN a, à son sommet à Madrid en juin, adopté le nouveau concept stratégique qui ne dit rien de spectaculaire, mais ce n'était pas entendu ni nécessaire probablement, mais qui a aussi donné le feu vert pour mettre en œuvre ce que l'OTAN appelle le New Force Model. Je ne sais pas s'ils ont déjà un terme français pour ça. Et le New Force Model va avoir un impact considérable, je pense, sur l'organisation de toutes les forces armées des alliés européens. Le point de départ, c'est de dire que SACEUR, le Supreme Allied Command Europe, doit avoir plus de vues sur la disponibilité et le readiness des forces, en plus du NATO Response Force de 40 000 hommes et femmes sur base de rotation. Donc ils vont réorganiser les forces en trois niveaux. Niveau 1, 100 000 hommes qui doivent être prêts à être déployés en 10 jours. Niveau 2, 200 000 hommes de plus, prêts en 1 mois. Et disons, tout le reste, c'est le niveau 3. Et ce qui est très important, c'est que ces 300 000, ça devront être des troupes européennes. Et ça, c'est extrêmement ambitieux, parce que les 3 000 soldats dans une high state of readiness, on ne les a pas, évidemment, en Europe. On ne les a pas. Parce que l'idée, c'est que si jamais il y a une agression russe contre le territoire d'un allié de l'OTAN, on ne peut surtout pas les permettre de s'établir, de créer un fait accompli. Donc il faut intervenir immédiatement en force. Donc ça veut dire avec les troupes qui sont sur place. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne de l'autre côté de l'Atlantique. Donc qui sera sur place? Ça sera nous. Il y a plus de soldats américains depuis l'invasion. Ils sont de nouveau à plus ou moins 100 000, je pense. Mais ce ne sont pas vraiment beaucoup d'unités de combat. Ce sont les dépôts, les hubs logistiques, ce sont les QG. Mais donc les troupes de combat in theater, ça sera nous. Et donc on peut lire ça comme une sorte de européanisation de la dissuasion et de la défense conventionnelle, pas nucléaire, conventionnelle, du théâtre européen de l'OTAN. Et pour moi, ça, c'est logique parce que ça doit se lire avec la stratégie nationale de sécurité américaine que Biden vient de publier, qui dit clairement que leur priorité absolue reste quand même la Chine. Ils jouent leur rôle, on doit être heureux de ça, de leadership dans la guerre contre l'Ukraine, mais leur priorité absolue reste toujours la Chine. Et donc ils attendent de nous qu'on se prépare pour faire plus pour notre propre défense. Mais donc la crainte que j'ai, c'est que cette transformation assez substantielle côté OTAN va absorber beaucoup d'énergie. Il y a un risque que certains États membres vont oublier ce qu'ils ont décidé aussi de leur propre volonté côté européen. Donc il faudra peut-être essayer de lier les deux, et je vais juste mentionner quatre points. Ce qui est intéressant, c'est que l'OTAN maintenant parle pas seulement d'objectifs nationaux pour chaque allié individuel dans ce cadre du New Force Model, mais aussi de multinationaliser les efforts. L'idée, c'est de nouveau de diviser la frontière avec la Russie et le Bélarus en secteurs, comme pendant la guerre froide, mais d'accorder un secteur pas à un allié individuel, mais à un groupe d'alliés. Et par exemple, si je prends la projection actuelle, la Belgique accompagne la France en Roumanie. Disons hypothétiquement que ça devient un autre secteur permanent en Roumanie. Donc l'idée, c'est alors que la Belgique et la France créent un cadre multinational dont on sait générer des pré-déploiements à la frontière en Roumanie sur base rotationnelle. Et si l'article 5 est activé, toute cette grande unité multinationale doit être projetée à la frontière. Ça, c'est l'idée. C'est intéressant parce que cette idée de grande unité multinationale, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps côté UE, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. Pour moi, c'est même mis à côté le New Force Model, pour moi, c'est l'avenir dans nos forces armées, c'est d'ancrer nos capacités nationales dans des grandes formations multinationales, mais sur une base permanente. Parce que moi, la leçon des groupements tactiques, des battle groups, c'est des formations temporaires, ça n'a pas de sens. Et on s'entraîne pendant 6 mois pour un groupement tactique. Après, pendant 6 mois, on est en stand-by. Et après, le truc est dissout et toute l'expérience se perd. Parce que la prochaine fois qu'on est dans la rotation, dans 2, 3, 4 ans, tous les officiers impliqués ont fait mutation et ils sont ailleurs. Et on recommence à zéro. Comment est-ce que ça peut marcher? Si je prends de nouveau un exemple franco-belge.
la composante terre, on n'est pas assez nombreux pour appeler ça armée de terre, donc on dit composante. On a une brigade motorisée, splendide brigade, mais elle n'est pas complète. Il y a des capacités qu'une brigade motorisée devait avoir, qu'on n'a pas, et que probablement on n'aura jamais, ou pas en quantité suffisante. Ce qui fait que cette brigade seule ne peut pas être projetée sur beaucoup de théâtres. Une brigade sans défense antiaérienne, qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais si on disait que cette brigade belge devient partie en permanence d'une division française, alors beaucoup devient possible. On peut alors, au niveau division, organiser une division des tâches ou mettre en commun certaines capacités pour s'assurer que toutes les capacités dont on a besoin sont au niveau division. Et donc, la brigade belge devient utilisable dans tous les scénarios si elle est soutenue par la division multinationale. Entre les brigades françaises et belges, alors on peut harmoniser l'équipement et la doctrine. Ça se fait. Ça, c'est le projet CAMO, capacité motorisée, qui implique que la Belgique achète les véhicules français pour notre brigade, mais on va aussi développer ensemble une nouvelle doctrine. Donc on va créer une interopérabilité extrêmement profonde. L'idée, c'est que si un peloton ou un véhicule français rencontre un véhicule belge sur le terrain, ils peuvent échanger les véhicules et continuer à y aller. Ça, c'est déjà jamais vu. Et finalement, autour de cette division multinationale, on pouvait créer les strategic enablers pour les utiliser. Ça, c'est un modèle armée de terre, mais on pouvait faire le même dans les forces aériennes, dont le building block ne sera pas une brigade, mais un squadron d'avions de combat, ou entre les marines, où le building block serait une frégate, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir, et je pense qu'on a des expériences utiles côté européen, sous le drapeau européen ou en bilatéral, qu'on doit mettre en œuvre si on veut donner de la substance à ce New Force Model. Deuxième point, réaction rapide, Rapid Deployment Capacity. La boussole mentionne, basée sur 2 piliers, les groupements tactiques et des capacités multinationales pré-identifiées. Moi, je vais être très bref. Pour moi, les groupements tactiques, on est sur le point, on peut dire, ils n'ont jamais été utilisés, ils ne seront jamais utilisés. Ils sont morts. Pas au combat, mais ils sont morts. C'est exactement la raison pour laquelle ils sont morts. Donc, pour moi, il faut oublier ça. Et il faut mettre sur les capacités nationales pré-identifiées. Et on peut facilement s'imaginer. La boussole dit qu'il faut intervenir à niveau 5000 hommes et femmes. Donc, ça veut dire une brigade. Qu'est-ce que ça veut dire, une brigade? Le grand risque, c'est que les gouvernements vont comprendre, il faut 5000. Donc, on prend 500 Français, 500 Allemands, 100 Belges, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 5000. Tous les militaires dans la salle savent un mix comme ça ne sera jamais une unité opérationnelle. Et même si elle serait, on aura une brigade. Donc, on peut s'occuper d'une crise pendant 4 mois et on a fini. Donc, pour moi, une RDC réaliste demande au moins 6 brigades de vocation expéditionnaire qu'on peut de nouveau grouper dans une unité multinationale et dont on sait générer les force packages spécifiques pour une opération concrète. Ça, pour moi, c'est la seule RDC sérieuse. Et notons que 6 brigades, c'est presque la moitié du headline goal de 99, j'ai bien dit 99, qui reste sur papier quand même le niveau d'ambition officielle de la défense européenne, qui fait un corps d'armée de 12 à 15 brigades. 3, on a beaucoup d'instruments côté européen, Fonds européen d'investissement, la CSP, et on aura le nouveau instrument pour l'acquisition commune, Joint Common Procurement, et DIRPA. Il faut les utiliser. Je pense que jusque-là, ils sont... Enfin, et DIRPA est nouveau, évidemment, n'existe pas encore, mais les autres, je pense qu'ils sont vraiment sous-utilisés. On ne fait rien qui est inutile avec ça, mais on fait peu qui est important. Donc, la boussole mentionne de nouveau une série de priorités. Ce qui est important ou intéressant à noter, c'est que ce sont des priorités qui sont aussi liées à la défense du territoire. Le nouveau Main Battle Tank, la SCAF, etc., cyber, espace. Il faut vraiment le faire maintenant. Et je dirais, ces instruments de l'Union européenne, je pense qu'on doit comprendre qu'ils gagneront toute leur relevance en les utilisant pour ce que les États membres doivent aussi faire du côté OTAN. Vice-versa, du côté OTAN, ils doivent comprendre s'ils veulent vraiment que les alliés européens font
ce qui est attendu d'eux, ils ne vont jamais pouvoir le faire chacun dans son coin, même s'ils augmentent le budget. Ils doivent mettre leurs efforts en commun et on a les instruments. L'OTAN ne va pas les inventer, ils existent, ce sont des instruments européens. Et pour moi, faire le lien, ça va assurer que tout l'instrumentarium qu'on a créé côté européen restera ou gagnera sa relevance. Et finalement, je me demande, est-ce qu'on ne doit pas lier davantage le système de planification de défense? Parce qu'on a le NATO Defense Planning Process qui marche plus ou moins, même si peu d'États membres remplissent tous leurs objectifs, mais on sait que quand on fait défaut, il y aura un moment difficile à vivre avec les Américains. On a tout un système du côté européen, où on a peut-être deux systèmes. Il y a toujours le processus du Headline Goal, il y a le Capability Development Plan de l'Agence européenne de défense, deux processus très complexes qui demandent beaucoup d'énergie de pas mal de majors et de colonels. Mais je crains un impact sur la planification de défense dans les États membres, zéro. Mais vraiment zéro, même en Belgique. Zéro. Parce que c'est ce qu'on fait s'il reste 5 minutes après qu'on a fait le NATO Defense Planning Process. Mais il ne reste jamais 5 minutes, évidemment. De l'autre côté, on a besoin d'un niveau d'ambition européenne parce qu'on doit définir pour nous, en tant qu'Européens, quel est notre niveau d'ambition pour la gestion de crises autonome. Pas pour le plaisir de le faire seul, mais parce que les Américains seront engagés ailleurs. Mais est-ce qu'il faut alors garder tout un processus en parallèle ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lier notre niveau d'ambition ou de l'insérer dans le NDPP et d'assurer qu'on crée un mix de capacités pour ceux qui sont dans les deux organisations qui nous permet de faire tout. Je sais que, en guise de conclusion, que tout ce que je viens de dire en tant qu'académique, c'est toujours très facile à dire. Je pense que toutes ces propositions sont techniquement faisables, mais je sais aussi que beaucoup d'eux sont politiquement impensables. Mais quand même, for the sake of the argument, je les mets sur la table. Merci. Et un très grand merci à toi, Sven. J'aime bien comme tu fais des critiques, mais toujours très, très constructives et tu cherches des solutions, tu ne te limites pas à critiquer. Alors maintenant, nous allons prendre une question d'un doctorant et je me tourne vers Yann pour prendre la question du doctorant, ou c'est plutôt Stéphane? Oui. Alexandra Papaisidoro par l'Université de Pirée. Alors, ma question est, quel est le rôle des citoyens européens en ce qui concerne la culture européenne stratégique? Merci beaucoup et je passe tout de suite la parole à M. Fries. C'est une question vaste. Je dirais que je l'ai dit, là, on a beaucoup parlé de la boussole stratégique et Sven aussi on a donné des illustrations concrètes. Tout ce travail, il est fait à la fin pour assurer la protection, la sécurité, non seulement des États, mais des citoyens. Donc on est parti, bien sûr, du diagnostic selon lequel l'Union européenne faisait face à des menaces inédites, des challenges de toutes sortes. Et là, dans l'élaboration de la boussole stratégique, il y a eu, comme l'a dit Sven, ça a duré presque 2 ans. Et il y a eu toute une phase de débat avec, au niveau de chaque État membre, il y a eu beaucoup de concertations associant les parlements nationaux, associant les think tanks, associant parfois des initiatives citoyennes qui ont permis aussi de tenir compte dans chaque État des sensibilités, des idées, des projets, des attentes. Quand vous regardez les sondages d'opinion, donc quand on interroge les citoyens, on voit qu'une des choses qui est le plus souvent demandée à l'Europe, c'est souvent d'ailleurs une Europe qui protège davantage et une Europe de la défense qui soit plus efficace. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a parfois des mauvaises perceptions parce que qu'est-ce qui protège l'Europe? C'est le rôle de l'OTAN. L'OTAN est en charge de la défense collective. C'est pour ça que la boussole stratégique rappelle très clairement que c'est l'OTAN qui est en charge de la défense territoriale. Et avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, il y aura 23 États sur 27 qui font partie de l'OTAN. L'Union européenne, elle a des missions, je dirais, différentes. Elle veut bien sûr protéger les citoyens sur son sol, donc là, c'est la sécurité intérieure. Il y a aussi tout ce qui relève de la lutte contre les menaces hybrides. Quand on voit les cyberattaques sur des hôpitaux en France,
quand on voit le sabotage qui a été fait sur les gazoducs, tout ça, ça impacte à la fin directement notre vie, puisque ça impacte notre santé, ça impacte les approvisionnements énergétiques. Et donc la boussole stratégique, c'est un document qui, à la fin, vise à répondre aux préoccupations des citoyens. Donc je dirais, pour résumer, on a intégré les préoccupations des citoyens dans l'élaboration de la boussole, puisque tout ça, c'est in fine fait pour assurer leur protection. Et on l'a aussi intégré dans la façon dont on met en place toute une série d'instruments qui, in fine, visent à ce que l'Europe de la défense soit plus efficace, plus robuste, et tout ceci dans un partenariat intelligent avec l'OTAN. Ok, super. Alors, nous avons encore 25 minutes, même un peu plus peut-être, pour recueillir des questions et faire un beau petit débat. Donc, lâchez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, madame. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Scherfries. Vous avez mentionné 3 espaces éminemment stratégiques, notamment pour la France, à savoir le cyber, le maritime et l'espace. En ce qui concerne le cyber, la France a su s'imposer également dans le maritime depuis bien longtemps. Ma question repose plutôt pour l'espace, donc extra-atmosphérique. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce que les relations ont changé? Parce qu'on sait que la France, elle est dans la Station spatiale internationale, elle est donc dans l'Agence spatiale européenne, où n'est pas la Russie pour l'ESA, mais elle est au moins dans l'ISS. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un changement de relation, de coopération, même si c'est de base un domaine scientifique de recherche d'exploration. On sait qu'il y a des tensions quand même diplomatiques et géopolitiques, même dans l'espace. C'était ma question du coup. Merci. Je vais recueillir encore quelques questions. Peut-être, il y en avait par là. Je vous en prie, madame. Thank you very much. Nelly Kirillova, European Security and Defense College. I'm a PhD fellow. So you were speaking about the strategic autonomy, strategic culture, and how the EU could be stronger in its defense and security. But in light of the constantly changing threats and crises, like we had the Brexit, terrorist attacks, cyber attacks, migration crisis, war in Syria, war in Ukraine now. So in light of all these changing and different crises, how do you see the possibility of preventing the effects or preventing the crisis or a conflict internally for the EU citizens, but also externally in the spot where it develops? Can we prevent these events? Are we good enough? Thank you. Thank you very much. Là-bas au fond. Merci. François Charles, IRCE. Est-ce que vous pensez que l'UE pourrait intervenir en Chine? On parle, les États-Unis sont préoccupés pour la Chine. Il ne faut pas oublier aussi que la Chine fait des manœuvres avec la Russie en Méditerranée. Donc, est-ce que ce n'est pas un souci de la Chine finalement chez nous? Alors, encore une petite... Est-ce que, c'est un petit moment qu'on remet la question du pilier européen au sein de l'OTAN. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une présence permanente ou tournante, d'ailleurs, comme on a dans V4? Et puis, pour terminer, quand vous dites que l'UE forme, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez vos propres personnels ou est-ce que vous financez des personnels des États qui veulent y participer? Merci. Merci beaucoup. On va commencer par répondre à ces questions, puis je prendrai d'autres questions. Je vais commencer par toi, Sven, vu que tu t'es dérobé tout à l'heure. All right. La prévention, évidemment, c'est toujours difficile. Je pense qu'à l'intérieur, moi, quand on me demande quelle est la plus grande menace pour l'Union européenne, j'ai toujours, c'est nous-mêmes. Ce sont nos propres non-démocrates ou antidémocrates qui fragilisent notre système. Et donc, c'est là que je vois le besoin de prévention. De prévention des crises à l'extérieur, je crains que l'expérience n'est pas si positive, mais en même temps, on ne peut pas juste abandonner. Mais si on regarde surtout le flanc sud,
la pression migratoire qui ne va pas s'arrêter à cause du changement climatique. Donc je penserais surtout dans cette direction si on dit prévention. Je ne pense pas à des révolutions et des guerres parce que, bon, les révolutions que moi je sais prédire, le dictateur sur place saura les prédire certainement, donc ils n'auront pas lieu. Mais donc je pense surtout à des tendances systémiques qu'on connaît, et là on peut peut-être agir. C'est la question de la Chine. Il faut quand même être nuancé, je trouve, sur la Chine. Depuis le début de la guerre, rhétoriquement, ils sont restés très proches de la Russie, mais la pratique de leur politique a plutôt été de la non-intervention. Et déjà, pour nous, c'est bien. Hein. Talleyrand disait la non-intervention, c'est quoi? Bon, c'est un thème ésotérique qui veut dire la même chose que l'intervention. Mais quand même, imaginons-nous que les Chinois soutenaient la Russie comme nous soutiennent l'Ukraine. Ça aurait été un game changer. Ça, là, on sera dans une guerre froide avec la Chinois, mais ils n'ont pas fait. Donc, je pense qu'il faut nous laisser un peu de marge de manœuvre et espérer qu'avec la Chine, on peut garder une relation qui est à la fois concurrentielle, mais qui peut être constructive dans certains domaines et de les garder dans le système. Et les discussions sur le concept stratégique de l'OTAN, les deux paragraphes les plus difficiles à négocier, c'était justement les deux sur la Chine, j'ai compris. Et parce que le point de départ est différent. Les Américains veulent défendre leur position de numéro 1, que nous on a perdu en 40-45, et plus ils doivent protéger leur position dominante dans le Pacifique, que nous on n'a pas. Donc l'intérêt américain n'est pas exactement le nôtre, donc là aussi je plaiderai pour une autonomie de prise de décision européenne. Et finalement, brièvement, sur le pilier européen à l'OTAN, c'est une de ces notions comme armée européenne qui peut signifier beaucoup ou rien. Pour moi, un vrai pilier européen dans l'OTAN, ça voulait dire que les alliés européens regardent leurs forces armées comme un package et qu'ensemble, leurs forces armées doivent constituer un Comprehensive Full Spectrum Force Package. Ce sont les mots de la décision sur la CSP. Donc, qui est aligné, qui est coordonné. Et ça, pour moi, serait à la fois le pilier européen à l'OTAN et la capacité dont l'Européenne pouvait disposer. Mais la difficulté, c'est si on veut mettre, disons, une casquette politique, une représentation politique de ce pilier européen à l'OTAN, c'est ça toute la difficulté, évidemment. Merci. Pour compléter, je confirme effectivement que sur la Chine, l'Union européenne a adopté depuis 2019 un triptyque. On est très fort à Bruxelles pour trouver ce genre de formule. Donc on considère que la Chine est dans certains domaines un partenaire. Par exemple, il est clair que sur la lutte contre le changement climatique, on a besoin de l'engagement chinois, mais qu'en même temps, c'est un compétiteur technologique et économique de plus en plus coriace, et donc il faut avoir des instruments pour pouvoir en particulier contrôler toute une série d'investissements qui ont été faits dans le passé en Europe, et surtout un rival, ce qu'on appelle un rival systémique. Et on voit bien que la Chine, effectivement, comme la Russie, conteste toute une série de règles qui ont été mises en place au niveau onusien et qu'elle veut remettre en cause par un narratif différent l'ordre international qui avait été créé après la Seconde Guerre, en estimant que les valeurs universelles défendues par l'Occident ne sont pas forcément des valeurs défendues par la Chine. C'est ce qu'on appelle le relativisme. Donc je dirais que sur la Chine, en tout cas nous, on ne veut pas rentrer dans une logique de confrontation militaire, mais en même temps l'Europe n'est pas naïve. Et il y a eu un débat récemment au Conseil européen sur ce qu'on devait faire avec la Chine. Et dans ce triptyque partenaire, compétiteur, rival systémique, il est clair que les deux derniers termes prennent encore plus de poids. Et je n'ai pas besoin de donner la longue liste des exemples qui montrent qu'effectivement la Chine est un partenaire, est un pays à la fois très important, mais sur lequel il faut agir avec beaucoup de vigilance. En tout cas, rival systémique ne veut pas dire rivalité systématique. Et c'est ça, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai eu une question aussi sur ce que nous faisions en matière de formation. Alors, l'Union européenne n'a pas ses propres formateurs. L'Union européenne, elle repose sur les formateurs
proposés, envoyés par les 27 États membres. Par exemple, au Mali, nous avons formé à peu près 16 000 soldats de l'armée malienne. Et c'était des Français, des Italiens, des Allemands, des Tchèques, etc. Donc c'est ça, l'Europe, elle s'appuie sur des ressources humaines qui sont fournies par les États membres. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple du Mozambique, qui est une mission assez originale, puisque c'était la première fois que nous avions ce modèle de Train and Equip. L'Equip, c'était financé par ce nouvel instrument dont vous avez dû entendre parler, qui s'appelle la Facilité européenne de paix, qui porte peut-être mal son nom, puisqu'elle permet de financer la fourniture d'armes. Mais en même temps, on sait que parfois, pour avoir la paix, il faut aussi savoir préparer la guerre. Et donc, la Facilité européenne de paix, elle a permis de financer non seulement la formation de Mozambicains, les forces spéciales, mais aussi de leur donner les équipements qui leur permettent de combattre les terroristes. Donc, on se repose toujours sur du staffing des États membres. Nous n'avons pas en propre nos propres experts. Ce n'est pas du tout le business model de nos missions de formation. Et ça sera pareil pour cette mission dont je vous ai parlé, qui va démarrer dans un mois, de former les 15 000 militaires ukrainiens. Ça sera des formations assurées par des Polonais, par des Allemands. La France, par exemple, a annoncé qu'elle allait former 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Tout ça sous un parapluie européen, dans le cadre d'une mission européenne. Il y aura donc des mécanismes de solidarité financière européenne. Ça sera piloté par ce qu'on appelle la MPCC, qui est une sorte d'état-major européen à Bruxelles, mais on repose toujours sur un modèle relativement décentralisé, puisqu'on se repose sur les ressources apportées par les différents États. Merci beaucoup. Alors, encore quelques questions dans la salle? Je vous en prie, monsieur. S'il y en a Internet aussi? Non, pas encore. Je vous en prie, un monsieur ici. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Crescentini et je suis un étudiant italien en Erasmus à l'Institut français de géopolitique. Ma question c'est, la semaine dernière, en Allemagne, des réfugiés ukrainiens ont été attaqués par des organisations d'extrême droite qui considèrent Poutine comme un leader idéologique. Vous avez parlé de la guerre hybride et de la manière dont l'Union européenne protège ses citoyens. Mais qu'est-ce que fera l'Union pour empêcher la Russie d'exploiter des éléments ou des organisations qui sont idéologiquement alignées à la Russie et l'Union européenne? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On va peut-être embrayer tout de suite avec cette question alors, et je vais me tourner vers vous, Monsieur Fries. Ou Sven, tu seras peut-être plus à l'aise pour répondre. Comme vous voulez. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit avant sur la menace intérieure. Bon, en soi, ce n'est pas interdit, évidemment, d'être d'une autre opinion, même d'être d'accord avec monsieur Poutine, mais je pense que, pour moi, ce qui est important, c'est de se réaliser que des actions russes de désinformation sur notre terrain, ça marche seulement s'il y a déjà des gens qui pensent ainsi. Et alors, on peut renforcer, on peut se tenir. Si les gens ne sont pas là, on peut inventer ce qu'on veut, mais ça ne marchera pas. Non. Et on a vu aussi des échecs russes où ils ont mal compris le débat local. Mais donc, comment contrecarrer ça? Je n'ai pas de réponse professionnelle là-dessus en tant qu'académique parce que c'est pas mon sujet, mais je trouve qu'on a été qu'on passe assez sévère pendant très longtemps contre des partis politiques, mais qui sont à la pouvoir dans certains États membres, qui violent clairement le système de règles sur lequel notre union est basée. Et on savait que ces règles sont inviolables dès qu'on a rejoint notre union. Mais ce n'est pas seulement dans les nouveaux États membres, c'est dans tous les États membres. Je pense qu'en France comme en Belgique, on a tous nos acteurs d'extrême droite. Moi, dans la presse belge, je disais toujours, quand Poutine parlait de soi-disant dénazifier l'Ukraine, je crains qu'il y a beaucoup plus de nazis en Flandre qu'en Ukraine. C'est que c'est notre vrai problème. C'est peut-être bon. Je ne vais pas m'exprimer sur la France. Mais...
aussi compléter, c'est on parlait de la guerre de la désinformation, qui est maintenant quelque chose de très important. On voit que les guerres, elles se gagnent pas seulement sur le terrain. On voit dans le cas ukrainien combien la Russie utilise toute une série d'armes hybrides. Et j'ai trouvé très important que le week-end qui a suivi le 24 février, donc le début de l'invasion de l'Ukraine, on ait pour la première fois suspendu la diffusion de Sputnik et de Russia Today en Europe. Ça a été attaqué en justice et la justice a confirmé que c'était une décision qui était légitime, qui était légale, parce que c'était pas seulement de l'information, c'était de la manipulation de l'information. Et dans la boussole stratégique, on y revient, il y a tout un volet là-dessus sur le fait que les Européens doivent pouvoir lutter contre la manipulation de l'information qui vient de sources étrangères. Et la Russie en est un acteur puissant. On a parlé, je vous ai cité l'exemple de Sputnik et Russia Today, mais on le voit aussi en Afrique. Il y a des missions de l'ONU, il y a des missions européennes, je vous ai cité le Mali, il y a aussi ce que nous faisons en République centrafricaine, où vous savez que ces deux pays, Mali et Centrafrique, comme par hasard, il y a les fameux mercenaires Wagner. Et nous savons, donc il y a une présence russe importante. Et il est évident, c'est corroboré, que toutes ces actions de désinformation anti-Nations Unies, anti-présence européenne, anti-France, anti-Occident, tout ceci est alimenté sur les réseaux sociaux par des acteurs puissants qui sont directement ou indirectement sous obédience russe. Donc ça fait partie maintenant des réponses qu'on doit intégrer dans notre action. C'est de muscler nos missions avec tout un volet, ce qu'on appelle Stratcom, communication stratégique, pour nous permettre aussi de faire du pushback, de contrer les attaques en matière de désinformation. On l'a vu aussi récemment, vous l'avez vu dans ce qui s'est passé au Burkina Faso. Voilà, donc des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux peuvent parfois avoir un effet bien plus important que le déploiement de quelques chars dans les rues d'une ville. Donc voilà, c'est évident que cette dimension maintenant de la guerre dans toutes ces, est devenue un enjeu aussi crucial. Monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Non, j'avais une question pour les deux orateurs. Qui revient un peu sur la fameuse question du pilier européen au sein de l'OTAN, avec une allusion à ces fameux accords de Berlin Plus. Théoriquement, il devait y avoir un rôle donné au Deputy Secure, qui est toujours un Européen. Sauf que maintenant, il y a une complexité, c'est qu'il est britannique et qu'il y a eu le Brexit. Et or, depuis le Brexit, les Européens avaient proposé qu'il y ait un volet dans l'accord de retrait qui permettrait de maintenir une coopération sécurité-défense avec les Britanniques. Et à ma connaissance, les premiers ministres, j'allais dire successifs, n'ont pas répondu à ces avances européennes. Alors, est-ce que ça complique le caucus européen ou Berlin Plus? D'ailleurs, Berlin Plus n'a jamais été vraiment mis en œuvre, je crois, sauf une fois, parce qu'il y a aussi les problèmes turcs, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des pistes de réponse au fait qu'il n'y ait pas un Européen qui soit Deputy Secure? Est-ce que c'est lié ou pas avec le caucus européen ou le pilier européen dans l'OTAN? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Européens vont à nouveau approcher les Britanniques pour également, d'ailleurs, le volet UE Royaume-Uni de la PESD? Excusez-moi, c'est une question un peu compliquée. Je l'ai bien comprise et j'aimerais te rassurer. Avec le départ des Britanniques suite au Brexit, le départ des Britanniques de l'Union européenne, la mise en œuvre des accords de Berlin Plus a conduit à ce que ce soit plus un officier britannique, mais un officier français. Et donc nous avons un cas d'école aujourd'hui qui existe d'ailleurs depuis 2004. Nous avons une opération que nous appliquons dans le cadre des accords de Berlin Plus, c'est l'opération dite Altea, qui se déroule en Bosnie-Herzégovine. Cette mission est une mission de l'Union européenne, décidée par l'Union européenne depuis 2004, qui consiste à assurer un environnement sûr et stable dans ce pays.
Et c'est vrai que nous appliquons les accords de Berlin Plus au sens où c'est une mission européenne, mais qui repose sur des moyens et une structure de commandement qui est à SHAPE, qui est donc à l'OTAN. Mais le commandant de l'opération Althea, qui se trouve à SHAPE, est un général français. Donc il n'y a plus le problème britannique. Dès que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, on a substitué pour cette affaire un officier français. Et Berlin Plus continue donc de se mettre en œuvre, mais il n'y a qu'un seul cas. Et je pense, pour les raisons que tu as mentionnées, Yves, compte tenu de cette rivalité entre la Turquie et Chypre, je ne vois pas la possibilité d'avoir d'autres cas à l'avenir où on appliquera Berlin Plus, puisque Berlin Plus conduit à ce que Chypre soit exclu de cette opération et que donc je ne vois pas à l'avenir les 27 accepter une autre opération où Chypre serait également exclu. Peut-être 2 points sur le niveau commandement. Bon, ça restera un débat parce que, bon, je suis d'accord, Berlin Plus, je ne vois plus l'être utilisé, mais le MPCC au sein de nos propres structures reste quand même très petite. Donc, on doit toujours avoir recours aux États membres qui ont des QG importants, comme notamment la France. Une solution, de nouveau, techniquement faisable et politiquement pas, c'est de renégocier Berlin Plus et de dire, par exemple, le QG de l'OTAN à Naples, qui pour l'OTAN est soi-disant son centre d'action pour le Sud. Est-ce que vous pouvez de les mettre en permanence à disposition de l'Union européenne ou d'une coalition ad hoc d'alliés européens qui ont la volonté d'intervenir dans le Sud quand c'est nécessaire. Et ça évitera tous ces débats éternels, mais de nouveau, pour le moment, politiquement, c'est impensable. Sur le niveau politique, donc caucus européen, ça a toujours été une ligne rouge pour Londres comme pour Washington. Pour moi, ce serait logique de dire, pour moi, ça suit du positionnement de l'Union européenne en tant qu'acteur diplomatique et défense, d'avoir l'Union européenne en tant que telle représentée dans le NAC. Mais bon, ça aussi n'est pas sur la table, mais ce sera tout à fait logique. Mais même en dehors de ça, on pouvait améliorer les choses si les États membres qui sont dans les deux disaient la même chose des deux côtés, mais ce qu'ils ne font jamais. Et ça, c'est aussi, on ne peut que reprocher ça à nous-mêmes. Ça arrive tout le temps que le représentant permanent belge-français dit à l'Union européenne que c'est blanc, et l'autre représentant permanent dira sur le même dossier à l'OTAN que c'est noir. Et c'est cette schizophrénie que nous maintenons nous-mêmes. Donc, s'il n'y a pas de caucus européen, c'est parce qu'on nous perturbe nous-mêmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelques questions dans la salle ? Yann. Moi, j'ai une petite question. Merci Federico pour nos deux intervenants. Je reviens sur le terrain de la guerre hybride et de l'utilisation notamment du cyber. Je voudrais savoir si l'Union européenne ou les pays membres, dans ce volet de la guerre, s'envisagent comme répondants ou comme je dirais, un acteur qui est capable de prendre les devants. Parce que ce qui fait l'efficacité de l'action russe dans ce domaine, c'est que la Russie ne répond pas en réalité. Elle est proactive depuis très longtemps dans ce domaine. Elle diffuse des discours, elle diffuse des narratifs, elle diffuse de fausses informations. Et je crains qu'une fois que la fausse information est partie, qu'elle soit d'une redoutable efficacité. Donc ma question est peut-être naïve ou peut-être provocatrice. Est-ce qu'il est efficace d'envisager une future activité de l'Union européenne ou des États membres de l'Union européenne en tant que répondant à des actions de ce type, ou est-ce que, pour être efficace, il est nécessaire de prendre les devants et d'être proactif ? Ce qu'on fait de façon tout à fait ouverte et officielle, quand on parle de cyber, dans les instruments à la disposition de l'Union européenne, il y a 2 choses qu'on peut faire pour aider un pays qui est victime d'une attaque cyber. D'abord, c'est l'aider à avoir des capacités pour se défendre en cyber. Et donc, je vous ai parlé de cette fameuse facilité européenne de paix. Nous utilisons beaucoup l'argent de cette facilité européenne de paix pour aider des pays comme les Balkans, la Moldavie, la Géorgie. Et nous l'avions fait aussi pour l'Ukraine. Nous l'avions décidé en 2021 de les aider en leur donnant des laboratoires
complètement équipés pour lutter contre les attaques cyber. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle, il y avait même un projet CSP, PESCO en anglais, les projets de coopération structurée permanente. Il y a un projet qui a abouti sous contrôle de la Lituanie, qui consiste à pouvoir déployer dans des délais extrêmement rapides, en moins de 48 heures, ce qu'on appelle des équipes cyber qui se déploieraient à la demande d'un État qui se sentirait agressé. Voilà, donc 2 exemples concrets où on vient aider un pays. Maintenant, dans votre question, il y avait aussi l'idée, bon, ça c'est on réagit, mais est-ce qu'on agit? Alors là, c'est tout ce que le volet, je dirais, offensif. Alors vous voyez bien, là, j'arrive sur des sables mouvants. Je serai donc relativement flou à dessein, mais je pense que quand la Russie fait des cyberattaques, on ne peut pas exclure aussi que les Occidentaux, avec leurs propres moyens, puissent aussi réagir et parfois même agir. Voilà. Donc ça, c'est une responsabilité qui relève de chaque État, c'est un sujet qui relève de la souveraineté, mais voilà, on n'est pas inerte. Et on peut aussi, nous avons les capacités, en tout cas les grands partenaires du G7 ont la capacité de lancer aussi des cyberattaques, ce qui fait qu'un pays comme la Russie peut savoir aussi que s'il se lance dans des cyberattaques, il pourra aussi en payer un prix encore plus fort. Là aussi, on peut appliquer une certaine logique de dissuasion. Merci beaucoup. Il y a encore une question à prendre. S'il n'y en a pas, je vais en poser une, si vous le permettez. Ah, il y a une question. Je vous en prie, madame. Alors tout d'abord, merci pour vos interventions. Donc, je suis Annabelle Livet, chargée de recherche à la FRS, donc la Fondation pour la recherche stratégique. Alors voilà, en fait, ça part un petit peu d'une observation de ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire que la culture stratégique semble finalement ne pas que se cantonner au domaine de la défense à proprement dit. Vous parliez par exemple de la communication. Et donc, ma question, ce serait simplement si à Bruxelles, il y a également d'autres secteurs liés à cette culture stratégique ou qui devraient être liés à cette culture stratégique, qui sont identifiés déjà. Je pense par exemple au domaine des infrastructures, au domaine de l'énergie, voilà, ou même de manière générale au domaine économique. Est-ce que, selon vous, cette culture stratégique devrait s'étendre, et même peut-être de manière systématique, à d'autres domaines que celui de la défense? Merci. Et Sven pourra compléter. Si vous lisez la boussole stratégique, les 3 domaines que vous avez mentionnés, ils sont justement explicitement identifiés comme des domaines sur lesquels les Européens, dans leur culture stratégique, considèrent que ce sont des infrastructures critiques, l'énergie, les investissements économiques, ce sont des sujets sur lesquels ça fait partie je dirais, du diagnostic partagé par les 27 de domaines sur lesquels il faut être particulièrement vigilant parce que ce sont des points d'entrée pour des menaces pour la sécurité des Européens. On citait tout à l'heure les pipelines, je citais les hôpitaux. Il y a tout un débat actuellement à Bruxelles sur le fait, justement après ce qui s'est passé pour Nord Stream, sur le fait qu'il faut renforcer la résilience des infrastructures critiques, et c'est notamment le sujet des câbles sous-marins, qui est un sujet absolument essentiel, puisque c'est notamment les câbles qui nous permettent la diffusion d'Internet. Donc on voit bien que là, il y a toute une réflexion et des mesures, des stress tests qui vont être faits, des scénarios d'intervention. Voilà. Mais là aussi, on touche au domaine de souveraineté de chaque pays. L'Europe, sur ce sujet, avance résolument, mais en tenant compte du fait que ce sont des sujets très sensibles et qu'il faut donc à chaque fois le faire en tenant compte des sensibilités nationales. Mais ces 3 points, ça fait partie de cette analyse partagée qu'on voit dans la boussole stratégique sur le fait que c'est plus je dirais les choses classiques par rapport auxquelles on doit réagir, mais il faut intégrer toutes les dimensions économiques, tout ce qui est en fait connectivité. Parce que c'est là un terrain idéal pour des menaces hybrides. Peut-être 2 choses. Un, je pense en amont de ce débat,
si on dit culture stratégique, pour la première question est toujours qui suis-je? Quel rôle est-ce que je cherche à jouer sur le plan mondial? Et pour moi, le problème structurel de l'Union européenne reste qu'on n'est pas d'accord là-dessus. La moitié des États membres dit le rôle primordial de nous, c'est d'être l'allié le plus loyal des États-Unis. Et l'autre moitié dit notre rôle, c'est d'être un pôle du monde multipolaire au même niveau que les États-Unis, la Chine et la Russie. Et si on serait d'accord sur ça, alors on pouvait d'abord avancer notre pensée stratégique et vraiment créer une culture stratégique commune, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Et ça, c'est notre problème. Secundo, ça, c'est mon questionnement. Évidemment, on touche à des domaines qui, pour le moment, restent des compétences tout à fait nationales. Mais est-ce que c'est faisable de continuer de cette façon-là? Et je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que la dissuasion des menaces hybrides doit se faire aussi par punir, donc par by retaliation. Mais bon, imaginons-nous que, enfin, il ne faut pas l'imaginer, au début de l'année, le port d'Anvers, qui est un des plus grands ports de l'Europe quand même, a été paralysé par une attaque cyber. Bon, dans le même public, on a lu que c'était une organisation criminelle qui était derrière, mais imaginons-nous qu'on sait qu'avec assez de certitude, ce sont les Russes. Donc, il faut avoir la capacité de contre-attaquer. Mais est-ce que la Belgique seule va monter une attaque cyber contre la Russie? Je le vois mal. Donc, je pense que ce genre de décisions doivent être des décisions collectives, mais ça déclenche toute une discussion très, très complexe sur la chaîne de commandement, et aussi sur où situer alors la capacité. Je pense vraiment qu'on doit y aller. Pour moi, ça c'est ma très grande critique de la politique française vis-à-vis de l'Union européenne, c'est qu'elle reste toujours très intergouvernementaliste. Et pour moi, ça ne marchera jamais que si ça devient beaucoup plus supranational, disaient les Belges. Une dernière question pour Madame, et puis on va en terminer. Parce que... Bonjour, donc je suis Rada Boudas, juriste, et je suis doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, je travaille sur le sujet de la délimitation des frontières maritimes entre le Maroc et l'Espagne, mais en général, je travaille sur un sujet de droit international public. Donc, quelles sont les actions de l'Union européenne et aussi de la France, c'est possible de répondre, en matière de défense commune, donc en navale, je dis bien la défense navale, en Méditerranée orientale? Je pense au cas de la Turquie, bien sûr. Serait-il possible de négocier en dehors de l'OTAN? Vous avez 2 minutes chacun, pas plus. Sinon, vous ne mangez pas. Merci. Un sujet assez pointu. Dans la Méditerranée orientale, bon, on sait qu'il y a cette rivalité turco-grecque sur la délimitation du plateau continental, les zones économiques exclusives. Bon, c'est un sujet récurrent de tension entre Athènes et Ankara, et on sait aussi que c'est un sujet qui fait partie des contentieux de l'Union européenne et la Turquie. Vous avez une opération de l'OTAN en Méditerranée qui s'appelle Sea Guardian, à laquelle participe la Turquie. Vous avez une opération au large de la Libye qui s'appelle Irini. Malheureusement, on n'a pas pu trouver un accord entre Irini et Sea Guardian pour que ces deux opérations, une de l'Union européenne, l'autre de l'OTAN, puissent coopérer ensemble. Et à cause de quoi? Parce que la Turquie a bloqué la conclusion d'un accord entre ces deux opérations. Et parce que la Turquie n'était pas contente que l'Union européenne ait lancé une opération Irini, parce qu'elle pensait que cette opération allait contrôler les livraisons d'armes qu'elle faisait au gouvernement de Tripoli. Et donc, ça nous a beaucoup compliqué la tâche. Et aujourd'hui, la Turquie continue de refuser les inspections que l'opération Irini voudrait faire lorsqu'elle pense qu'il y a une suspicion de violation de l'embargo sur les armes en Libye. Voilà, donc il n'y a pas, j'explique un peu le contexte, il n'y a pas aujourd'hui de présence de l'Union européenne en tant que telle en Méditerranée orientale. Et vous savez qu'il y a un nouveau concept qui a été lancé il y a 2 ans, qu'on appelle, dans le jargon bruxellois, désolé pour ce nouveau concept, ça s'appelle les présences maritimes coordonnées, qui est en fait une volonté en quelque sorte de mutualiser les échanges d'informations entre les marines nationales pour être plus efficaces dans une zone maritime délimitée. Alors nous le faisons au large du golfe de Guinée, et ça a été très efficace parce qu'en se coordonnant entre marines françaises, espagnoles, italiennes, danoises, etc., on peut agir plus efficacement
pour lutter contre tous les types de trafics qui ont lieu au large du golfe de Guinée. Et nous venons de lancer un projet identique au nord-ouest de l'océan Indien. La question que vous posez implicitement, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, donc ce qu'on appelle un CMP, en Méditerranée et en particulier en Méditerranée orientale. Je ne vous cache pas que la Grèce et Chypre seraient ravis qu'on fasse ça. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que nous allons le faire à 27 et comment la Turquie pourrait le percevoir, parce qu'elle verrait ça comme un acte peut-être bien sûr hostile. Donc pour l'instant, ce sujet n'est pas abordé parce qu'on sait que ça peut créer de nouveau des tensions au sein des 27, mais on verra si à terme ce projet voit le jour. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de présence de l'UE en tant que telle dans la région que vous mentionnez. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fries. Merci, cher Sven. Et il est l'heure de faire une belle pause déjeuner. Et donc, on se retrouve, si je ne me trompe pas, à 13h45 pour le panel numéro 3 au sujet des orientations stratégiques de l'Union européenne par rapport à la Chine, la Russie et les États-Unis.